Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wassalam ala Rasulillah. Alors, toujours votre enseignant, Monsieur Marlaoui, pour vous présenter les oscillations forcées des systèmes à 1 degré de liberté. Alors, dans les précédents chapitres, nous avions présenté les oscillations libres et libre amorti, libre en absence de force extérieure. Ici, il s'agira de l'application de force extérieure. Donc, nous aurons toujours la force de frottement qui est proportionnelle à la vitesse dans notre modélisation. C'est-à-dire, on est en train de faire des équations mathématiques pour modéliser le phénomène vibratoire simple, harmonique. Et pour cela, dans notre modèle, nous avons adopté la force d'amortissement proportionnelle à la vitesse avec un coefficient d'amortissement alpha et une force d'excitation dépendante de F de t. Donc F, c'est la force d'excitation qui est sinusoïdale dans la majeure partie des cas, ou bien dans presque la totalité des cas. Alors, dans le cas de notre cours, nous allons nous intéresser, afin de ce faire, à un système simple qui est un oscillateur constitué d'une masse M, un ressort de raideur K, un ressort parfait, et d'un amortisseur alpha. Alors, dans notre cas, une force d'excitation est appliquée à la masse M. Alors, nous allons étudier les phénomènes suivants, le phénomène d'oscillation, le phénomène de résonance. L'équation de Lagrange, dans ce cas-là, s'écrit sous cette forme-là. Là, nous identifions dans ce terme-là le Lagrangien, les équations de Lagrange, dans le cas d'un système libre non amorti. Ajoutez à cela le terme d'amortissement associé à l'amortissement du système ou à la force de viscosité et la force généralisée. La force généralisée, c'est la dérivée de la somme donc du potentiel généralisé ou bien du travail des forces extérieures par rapport à la coordonnée généralisée. Donc il faudra calculer ici, faire très attention au cas de plusieurs forces, de calculer le travail de la force extérieure ou bien la somme des travaux des forces extérieures. Ça sera la somme des travaux. Donc UG, c'est la somme des travaux des forces extérieures. Et F de Q, c'est la dérivée de ce terme-là, de ce travail généralisé ou bien de la somme des travaux par rapport à la coordonnée généralisée. Alors, donc l'équation obtenue, sachant que nous étudions des oscillateurs linéaires de faibles amplitudes. Donc alors le travail d'abord s'écrit sous cette forme, c'est le produit scalaire entre la force et le déplacement. Nous allons étudier le cas de force tangentielle au déplacement, et dans ce cas-là, l'équation de mouvement pour une énergie cinétique qui est proportionnelle au carré du déplacement, une énergie au carré de la vitesse, pardon, une énergie potentielle proportionnelle au carré du déplacement, une fonction de dissipation proportionnelle au carré de la vitesse et un travail généralisé ou bien une énergie potentielle, un potentiel généralisé proportionnel au déplacement, la force soit le déplacement, qui est le travail. Et bien, l'équation obtenue est une équation différentielle de second ordre à coefficient constant et avec un second membre qui est une fonction sinusoïdale. Donc, alors, la solution d'un tel système, c'est la solution homogène plus la solution particulière. Or, il a été constaté lors du précédent chapitre que la solution homogène, lorsque le second terme était égal à 0, tout simplement tend vers 0. Nous avions trois régimes, le régime pseudo-périodique, l'apériodique et le critique. Dans les trois cas, l'amplitude tend vers 0.
ou bien la solution tend vers 0, et à ce moment-là, il ne reste que la solution particulière. Alors ces deux régimes-là, le régime où la solution homogène est présente est appelé régime harmonique. Donc la somme des solutions, c'est la somme de deux termes, particulière et homogène. Celle-là, c'est les trois régimes définis dans le chapitre précédent, et la solution particulière, c'est une solution qui est de la même forme que le second terme. Alors ici, pour ce faire, j'ai fait une petite modélisation sous MATLAB pour représenter la solution générale. Alors ici, j'ai représenté la solution générale, et on remarque que pendant un certain laps de temps, la solution n'est pas sinusoïdale, et ça c'est dû à la présence du terme transitoire, c'est le terme qui tend vers 0, c'est la solution homogène ici qui est différente de 0, et qui fait que l'amplitude n'est pas constante. Par contre, à partir d'une certaine période, d'un certain temps jusqu'à l'infini, la solution devient à une amplitude qui est constante. En fait, c'est la solution particulière. Ici, la solution homogène qui varie dans le temps, qui a une amplitude qui varie dans le temps, n'est plus. Elle est égale à 0. Et donc, il reste la solution particulière qui a une amplitude qui est constante. Pourquoi amplitude constante? Parce que tout simplement, le second terme est sinusoïdal. Et donc, la solution particulière, comme elle est de la même forme, elle ne sera aussi sinusoïdale. Et par conséquent, donc de là jusqu'à l'infini, il n'y a que la solution sinusoïdale, qui est la solution particulière. Et par conséquent, comme ce laps de temps est très petit et négligeable par rapport à ce qui va rester jusqu'à l'infini, donc on va négliger la solution du régime transitoire. Et ce régime-là est appelé régime permanent. Et donc la solution particulière est appelée aussi solution du système en régime permanent. Et comme le régime permanent est prédominant, donc ça sera pratiquement la solution générale. Alors, donc ça, on résume ça comme ça. La solution, le second terme est une fonction sinusoïdale. Mon équation, la voilà. Si nous sommes dans le régime permanent, et on sait que le régime permanent est prédominant, la solution devient la solution particulière qui s'écrit sous la même forme que la solution, que le second membre. Donc c'est une fonction sinusoïdale qui aura la même pulsation avec une amplitude x0 et un déphasage phi, c'est le déphasage entre le déplacement et la force. Alors, dans ce cas-là, si on mène nos calculs, donc puisque le premier terme c'est la fonction, sa dérivée c'est j oméga, donc c'est la dérivée par rapport au temps. Ici on va remplacer, donc pour déterminer x0 et phi, on va remplacer dans notre équation par l'accélération et la vitesse, il suffit de dériver ici, et puis on tire l'amplitude x0 et phi par identification. Donc le premier terme c'est la dérivée première, le second terme donc c'est moins oméga au carré fois la fonction, et si on remplace et on tire, on a une amplitude, donc on remplace et on tire l'amplitude ici, l'amplitude x0 et le déphasage. C'est cette fonction-là, x bar qui est complexe, qui a un module et une phase. Le module représente x0 et la phase en fait, elle représente moins arc tangent de la partie imaginaire sur la partie réelle. C'est la phase de ce terme-là. Donc à partir de là, ce qui est remarquable, c'est que x0, qui est l'amplitude, n'est pas constante. Et elle dépend de la pulsation de la force extérieure. Oméga ici, c'est la pulsation de la force extérieure. Et donc, l'amplitude de mouvement dépend de la pulsation de la force extérieure. Elle ne dépend pas seulement de son amplitude, mais aussi de sa pulsation ou bien de sa fréquence. Alors, pour cela, je vais vous montrer une petite vidéo. Donc ici, nous avons un système composé de deux ressorts et une masse au milieu,
avec un générateur, un moteur électrique, un vibreur électrique ici, qui est excité par le générateur, qui permet de jouer sur la fréquence de vibration de ce système mécanique. Donc, on remarque que le vibreur est en train d'osciller avec une fréquence 2,06 Hz, une fréquence sinusoïdale. Et là, on commence par varier la fréquence. Voilà. Donc en variant la fréquence, on voit que l'amplitude ici, regardez, est en train de changer. La force est la même. Qu'est-ce qui change? C'est la fréquence, donc la vitesse avec laquelle la membrane ici élastique est en train de se déplacer, elle agit. Regardez ici, ça continue. 1,65, 1,60, 80, 82, voilà, 2, 0, 1. Donc ici, jusque-là, tout va bien. La masse oscille, effectue. Elle est forcée parce qu'il y a un vibreur qui applique une force sur extérieure. Voilà. Et pour une certaine valeur, nous allons observer le phénomène. Regardez l'amplitude, comment elle change. Regardez, à un certain moment, pour une valeur, regardez, l'amplitude. Pour cette fréquence-là, c'est la résonance, c'est le phénomène de résonance. Car pour une fréquence égale à 3, on répète ici, regardez, pour une fréquence égale à 3, 12, 13, 14, 21, l'amplitude est en train d'augmenter. Il y a un maximum d'amplitude, c'est ce qu'on appelle le phénomène de résonance. Maintenant, il يزيد في la vitesse, il يزيد في la fréquence. Regardez. Est-ce qu'il يزيد في la fréquence, هذا يزيد le mouvement تاعو في l'amplitude? Non. Eh ben non. Regardez, au contraire, ça diminue, l'amplitude تاعو نقصت. Donc ça ne veut pas dire quand on augmente la fréquence ici, نزيدو في la vitesse هذه, que l'amplitude زيد. Non. Ça dépend d'une fréquence particulière en fait. Ce phénomène se produit à une fréquence particulière. Et il y a 3,35. قال في 3,35 عندك résonance. تحت 3,35, fort 3,35 par exemple, il n'y a pas de résonance. La vitesse ici, elle est liée. La fréquence, elle est liée. L'amplitude est maximale à la résonance. Mais ça ne veut pas dire que quand on augmente la vitesse ici, que l'amplitude ici va augmenter. Non. Ou là, on augmente la force. Donc ça ne dépend pas seulement de la force, ça dépend de la pulsation surtout. Ça dépend surtout de la pulsation. Et donc voilà. Donc cette pulsation, c'est le phénomène de résonance. Donc alors, revenons à notre cours. Donc après la vidéo, donc nous allons, donc on sait maintenant que cette amplitude dépend de la pulsation. C'est de là que vient ce terme-là. Donc pour une certaine pulsation, nous avons le phénomène de résonance. C'est quoi le phénomène de résonance? C'est que le mouvement oscille, le système oscille avec un maximum d'amplitude. C'est la résonance. Donc alors, pour faire cela, pour déterminer la pulsation de résonance, quand la fonction x0, elle passe par un maximum. Donc alors ce qu'on va faire, tout simplement, on va dériver x0 par rapport à oméga. La dérivée de x0 par rapport à oméga, hein, donc on dérive, ce n'est pas difficile, c'est une fonction polynomiale, un polynôme divisé par un polynôme, donc il faut dériver, et puis donc on dérive, on met le numérateur égale 0, le bast يساوي صفر, هكذا, قال وقتاش البسط هذا يكون يساوي صفر, كي تكون اوميغا هذه تساوي اوميغا زد, تجيب هذا من الطرف الثاني, هذا le terme égale 0, oméga r c'est oméga 0 carré moins 2 lambda carré sous la racine. Bien sûr, ce terme-là doit être positif, c'est une pulsation négative, ça n'existe pas. Et donc, voilà, ça c'est ma pulsation de résonance. C'est la pulsation pour laquelle nous avons un maximum d'amplitude. Et donc, par la suite, nous avons tracé la courbe x0 en fonction de oméga. Et là, pour oméga r, nous avons un maximum d'amplitude.
La courbe ne commence pas par 0. Voilà. Par la suite, nous avons calculé aussi la puissance, la vitesse. La vitesse, c'est la dérivée du déplacement. Donc la fonction x, c'est x0 exponentielle j oméga t plus phi. X point, c'est j oméga fois x. Donc on multiplie x par j oméga fois x par j oméga pour obtenir x point, la vitesse. Et l'amplitude en vitesse, donc, l'amplitude en vitesse, ce n'est autre que, puisqu'on prendra le module divisé par le module du numérateur divisé par le module du dénominateur. Alors, la vitesse tracée ici, la vitesse, pour oméga égale 0, la vitesse passe par 0. Il y a résonance pour la vitesse lorsque la pulsation est égale à oméga 0 et non pas oméga r. Alors ça, faites attention à cela. C'est lorsque la pulsation est égale à oméga 0 et non pas oméga r. Alors par le calcul de puissance dans notre système, il est question de calculer la puissance fournie par notre système, par notre moteur ou vibreur, la force extérieure. La puissance par définition, c'est le produit scalaire force-vitesse. Ici, les deux sont tangentiels, donc c'est la force fois la vitesse. Et la puissance fournie instantanée, donc, la puissance fournie moyenne, c'est cette intégrale. L'intégrale de 1 sur t sur la période, sur la période, les bornes d'intégration sur une période de t jusqu'à t plus grand t, de la puissance fournie dt. Où grand t, c'est 2pi sur oméga. Ça, c'est ma puissance fournie. La puissance absorbée, par le calcul, on démontre que ça a cette formule-là. Ce qui a été fait en TD et ce que je vais faire aussi dans des vidéos pour vous montrer comment nous obtenons cette expression-là. Dans ce qui suit aussi, je calcule la puissance dissipée. La puissance dissipée, c'est la force d'amortissement fois la vitesse. Comme la force d'amortissement, c'est alpha x point, la vitesse c'est x point. Donc ça sera alpha x point carré dans notre système. Et x point carré, x point c'est x0 point cosinus oméga t plus psi. Et donc on aura ce terme-là. Si on calcule la valeur moyenne de cos carré c'est 1/2 alpha x0 point carré. Et donc en moyenne, on trouve une puissance fournie qui est égale à la puissance dissipée. Tandis que en instantané, à l'instant donné, elles ne sont pas égales. C'est ce qu'on appelle un système mécanique entretenu. Un système mécanique entretenu qui a une puissance fournie sur une période égale à une puissance dissipée. Alors le schéma suivant, alors la figure suivante représente une simulation dans laquelle nous avons représenté la puissance moyenne en fonction de la pulsation oméga. Elle commence par 0 et son maximum est obtenu lorsque oméga est égal à oméga 0. Voilà. Donc, on définit la bande passante comme étant la largeur de bande lorsque l'amplitude de la puissance est divisée par 2. Puissance max divisée par 2. C'est cette largeur-là. Et ça définit la qualité d'un filtre, si vous voulez. Le coefficient de qualité, ce n'est autre que, ou bien la bande passante. Donc le coefficient de qualité, c'est la pulsation de résonance divisée par la bande passante. Et la bande passante, c'est 2 fois lambda par calcul. Donc il suffit, pour déterminer ce 2 fois lambda, il suffit de dériver, donc de calculer la puissance, de chercher les pulsations oméga pour lesquelles la puissance est égale à la puissance max divisée par 2. Et là on trouve deux valeurs, 2 oméga. Et la différence, l'écart entre les deux oméga, oméga 2 moins oméga 1, c'est toujours 2 fois lambda. 2 fois lambda, lambda étant le facteur d'amortissement.
Voilà. C'est ce qu'on obtient. Le coefficient de qualité qui nous permet de définir la qualité d'un filtre, c'est la pulsation propre divisée par la bande passante, oméga 0 sur 2 fois lambda. Donc plus la qualité d'un filtre, plus l'amortissement est grand, plus sa qualité diminue, hein, n'est-ce pas? Ce coefficient est surtout défini en électronique. Pour un électronicien ou un ingénieur en électronique, un système électrique ou électronique qui contient beaucoup de pertes d'énergie a un coefficient ou bien un filtre où il y a beaucoup de pertes d'énergie, donc son coefficient de qualité est très très faible ou bien mauvais, donc mauvaise qualité. Par contre, un filtre de bonne qualité est un filtre où les pertes d'énergie sont minimales ou bien inexistantes. Voilà. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite beaucoup de courage pour vos études et durant cette période difficile. Inch'Allah, les vidéos vont beaucoup vous aider. Merci. Salam alaikum wa rahmatullah.